Bonjour et bienvenue sur Génération Impact, l'émission qui met en lumière les familles entrepreneuriales pour décrypter avec elles leur organisation au filtre de 3 cercles. Celui des entreprises, bien sûr, mais également celui des actionnaires et celui de la famille. Elles nous partagent leurs enjeux de transition et de transmission, mais également en quoi l'urgence environnementale est une formidable opportunité de continuer l'aventure en famille avec la nouvelle génération à bord. Je reçois aujourd'hui Alexandra Mathiolon, présidente directrice générale du groupe Serfim. Bonjour Alexandra. Bonjour Julien. Alors, merci d'avoir accepté de participer à cette émission. On a une petite tradition, c'est de commencer l'émission avec la présentation de votre groupe familial. En 1 minute, je sais que l'exercice est compliqué, mais comment vous pourriez décrire cette histoire familiale ? Alors, cette histoire, c'est vraiment justement un esprit entrepreneurial qui nous décrit au fil du temps, au fil des générations, qui s'est vraiment transmis. C'est vraiment quelque chose qui fait écho à notre goût du travail, de la responsabilité. Et c'est à la fois une passion, un mode de vie, mais pour nous aussi un facteur d'épanouissement parce qu'on s'y retrouve vraiment. Et cet esprit entrepreneurial, aujourd'hui, on le met au service de Serfim, qui a fêté cette année ses 150 ans. Qui est vraiment une entreprise aujourd'hui atypique à bien des titres, donc qui a été repris par mon père au début des années 80. Donc j'expliquerai tout ça plus tard. J'ai eu la chance de prendre la suite de mon père en 2018 et plus précisément en 2020 à la direction générale. Et aujourd'hui, c'est une famille, mes sœurs et moi, qui visons à faire perdurer cette histoire entrepreneuriale de la famille, mais aussi de l'entreprise pour justement préserver ce modèle atypique. Parce que Serfim, c'est 3000 collaborateurs. C'est une ETI indépendante qui œuvre avec ses 3000 collaborateurs à contribuer à une meilleure qualité de vie en aménageant des territoires durables et respectueux du vivant. Génial. Alors, on va passer dans la première partie de cette émission qui s'appelle « Une histoire de famille ». Alors dans cette partie-là, Alexandra, ce que j'aimerais qu'on évoque, parce qu'effectivement, j'ai compris que Serfim était une histoire un peu particulière. Vous êtes la 6e dirigeante de ce groupe, qui a fêté ses 150 ans, mais en même temps, vous êtes la 2e génération de votre famille, ou qu'on pourrait appeler peut-être la famille nucléaire de votre père en tout cas. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Racontez-nous cette histoire. Alors effectivement, ça peut être un peu complexe, mais c'est vrai que c'est cette histoire entrepreneuriale, cet état d'esprit entrepreneurial qui nous décrit et qui se retrouve d'ailleurs aussi du côté de ma mère qui avait une maman qui tenait un bouchon lyonnais, ces restaurants très typiques lyonnais, qui était une femme forte avec un gros caractère qui tient toujours très à cœur et qui me parle toujours beaucoup aujourd'hui dans ce que je suis, dans ce que je porte. Et c'est vrai que pour revenir du côté de mon papa, l'histoire entrepreneuriale, elle prend écho, elle commence en fait au niveau de mon arrière-grand-père, Augustin Charentus, qui a développé une activité pour livrer du charbon à l'époque à Lyon. Donc qui est arrivé à Lyon de sa campagne. Il a eu une fille unique qui s'appelait Henriette Charentus, qui a eu par contre le malheur d'avoir son papa qui était décédé. Elle avait 18 ans et elle s'est mariée avec Joseph et ensemble ils ont co-dirigé l'entreprise de transport familial qu'ils ont appelée donc JBM et surtout ils ont transformé les charrettes en camions et avec le petit côté sympa des boîtes familiales en appelant les différents camions par le nom de leurs enfants et puis après de leurs petits-enfants. Ils ont eu 3 enfants. Tout d'abord, René, qui a dirigé l'entreprise familiale JBM. Robert, mon grand-père, qui a passé son permis et est devenu chauffeur de camion de poids lourd. Et puis, enfin, Henri, qui a fait des études d'ingénieur à l'ECAM et ensuite dans l'industrie. Et mon grand-père, c'est vrai qu'il a été sur le terrain au quotidien, à travailler très dur. Et avec ma grand-mère, ils ont habité en fait au-dessus de l'entreprise. Donc forcément, ça a marqué la famille. Et ma mémé Rosette, pour le coup, qui avait aussi vraiment un lien avec l'histoire de l'Europe, en étant avec des origines catalanes et siciliennes. Ils ont eu 4 enfants au-dessus de l'entreprise pendant une partie de leur vie. Et dont mon père, l'aîné, Guy, qui a eu
à cœur de découvrir en fait le métier de son papa, qui lui racontait notamment en revenant de sa journée qu'il avait vu des gens importants en costume cravate. Et du coup, ça a un peu motivé mon père à se dire quand je serai grand, je serai en costume cravate, même si, grâce au Covid, il apprécie beaucoup de plus trop en porter aujourd'hui. Le lieu existe toujours, c'est l'endroit où ils ont vécu au-dessus de l'entreprise, ça vous appartient toujours parfois ces lieux-là existent, mais parfois ils sont vendus ou cédés. Ouais, non, du coup, c'est un lieu qui n'est plus, en plus, ça a été tout réaménagé dans cette rue-là, la rue Baraban à Lyon. Et après, l'entreprise a déménagé à Vénissieux. Mais c'est vrai que on y habitait, nous, dans ce quartier-là, en fait, aussi, plus tard, à côté du bouchon de ma grand-mère. Donc, il y avait quand même ce lieu dans le 7e à Lyon qui était hyper important aussi pour nous. Et on a fêté d'ailleurs les 150 ans pas très loin de ce lieu-là. Du coup, c'était quand même assez fort et encore présent dans l'histoire. Et puis après, la suite, c'est évidemment mon père qui était dans les premiers de sa famille à faire des études. Il a été diplômé de Centrale Lyon en 78. Après, maths spé au Parc. Là, pour ça, j'ai fait pareil. Et puis après, il a vraiment commencé sa carrière en tant qu'ingénieur dans les ouvrages d'art. Il a fait sa coopération au Mali pour vraiment développer, pareil, des ouvrages dans l'irrigation, même une centrale solaire à Tombouctou. Enfin, voilà, plein de choses hyper intéressantes. Ensuite, il a continué au BRGM à Lyon. Et puis, après quelques années, mon grand-père était malade et avait vraiment envie que son fils s'implique dans l'entreprise familiale. Et lui, c'était le premier fils? C'était l'aîné. C'était l'aîné. C'était l'aîné de 2 frères et une sœur. Et donc, il a commencé à s'intéresser, il était déjà dans la profession, mais à s'intéresser à l'entreprise familiale. Et son oncle lui a présenté Marc Paquelin, qui était le dirigeant de Serpollet. Qui était donc l'un des principaux clients, si ce n'est le plus gros client de JBM à l'époque. Et donc, mon père est rentré dans cette entreprise à 28 ans. Et Marc Paquelin lui explique qu'il n'a pas de transmission familiale, qu'aucun enfant souhaite reprendre. Et que, en gros, il lui dit, gamin, si tu feras l'affaire, ce sera pour toi. Ce sera pour toi. Mais alors, pourquoi il ne va pas chez JBM à ce moment-là? Alors, il y a son oncle, son père y était, ça pourrait être la suite logique? C'était mon grand-oncle, son oncle, qui était content qu'il fasse, on va dire, un peu César Mayer et du coup qu'il aille dans une plus grosse entreprise aussi. Parce que Serpollet, c'était déjà une centaine de personnes. Donc, JBM, c'était qu'une petite dizaine, quinzaine. Donc, il a vraiment continué, développé. Je pense qu'il voulait aussi garder sa place aussi, forcément, en tant que dirigeant de JBM. Et c'est comme ça que ça met en musique et ce qui a permis de faire cette incroyable rencontre de mon père avec Marc Paquelin qui a permis derrière que mon père développe l'entreprise, la diversifie. Dès le début des années 80, dans les métiers de l'environnement, la dépollution des sols, le recyclage, mais aussi tous les métiers des travaux publics. Il a quand même vécu des périodes difficiles. On n'en parle pas souvent, mais la crise de 93, sur une crise économique et monétaire, a vraiment fait qu'une des rares périodes où l'entreprise a perdu de l'argent. Et du coup, à ce moment-là, c'était une période difficile où tout le monde a dû faire beaucoup d'efforts. Ça a vraiment soudé l'entreprise d'une certaine manière et c'est ce qui a fait que une quinzaine d'années plus tard, mon père a vraiment souhaité mettre en place aussi de l'actionnariat managérial. Donc en 2008, il a mis ça en place et aujourd'hui, c'est une centaine de collaborateurs qui ont 20% du capital, toujours dans cette logique de confiance que lui avait fait aussi Marc Paquelin et puis de partage de la valeur. Donc ça, c'est vraiment mon père qui a largement développé le groupe, on va dire d'une centaine de personnes jusqu'à 1500 personnes à mon arrivée. Il arrive dans cette entreprise. Est-ce que votre oncle lui dit va faire tes armes ailleurs ou je te veux pas ici? Ça, on sait pas trop, mais c'est pas très grave. D'ailleurs, c'est une très bonne pratique dans les familles. Généralement, on propose aux futurs actionnaires ou aux actionnaires, ce qu'on appelle la next gen, d'aller faire leurs armes ailleurs, notamment pour se fabriquer un prénom et que ça soit pas toujours la suite logique. Bon, donc il y est, il réussit, il développe cette entreprise. Vous me disiez aussi, quand on a préparé cette émission, qu'il a aussi une histoire incroyable, votre père. Le retour de l'Algérie n'est pas si simple. Vous vivez quand même dans un milieu modeste à Lyon. Vous, quand vous êtes petite, quand vous le voyez travailler dans cette entreprise, en fait, il vous inspire quoi? Qu'est-ce qui vous explique de son travail dans cette entreprise Serpollet?
Alors, c'est vrai que mon père et ma mère, hein, tous 2 viennent de milieux, assez modestes, et avec une, voilà, une histoire qui a fait qu'ils ont pu parfois vivre dans des conditions, plus difficile et je pense que ça a donné voilà, beaucoup d'envie à mon père voilà, de réussir, d'avoir un projet entrepreneurial, d'être en costume cravate. C'est ça, le costume cravate. Et c'est vrai que dans la façon dont il m'en parle, et il en parle à mes sœurs aussi, on voit à la fois travailler très dur, mais aussi être très épanoui, avec beaucoup de plaisir, à la fois dans le développement des métiers, mais aussi dans les échanges avec les collaborateurs. Et je pense que l'entreprise, avec mes sœurs, elle nous est vraiment racontée, à la fois par les chantiers, par les visites, le fait d'aller sur certains sites, mais aussi et encore plus par les personnes, par les anecdotes, par ces moments-là qu'on partage à table chaque soir et pendant les week-ends et les vacances. Et c'est vraiment ça, finalement, qui nous a permis de connaître l'entreprise et de se dire que c'est un environnement assez incroyable et qu'on a envie, qui nous a donné envie, toutes les trois, de faire durer, finalement, ce modèle-là, parce qu'on se retrouvait dans les valeurs familiales et les valeurs de l'entreprise se retrouvent dans une logique de convivialité, de partage, d'échange. Euh, et voilà, c'est vrai que petit à petit, l'entreprise familiale, elle a pris de plus en plus de part, mais mes parents ont vraiment eu à cœur de faire que chacun puisse, chacune, en l'occurrence, puisse être très libre. C'était vraiment un choix pour moi et pour mes sœurs de s'impliquer évidemment dans l'entreprise, à la gouvernance aujourd'hui. J'ai une sœur qui est chirurgienne ORL, j'ai une autre sœur qui dirige une entreprise de communication et d'événementiel. Euh, et on a vraiment pu évoluer. Moi, donc, dans mes études d'ingénieur aux mines de Saint-Étienne, après Maths Sup Maths P, à l'Imperial College, en développement sur ce sujet qui me passionne toujours aujourd'hui, dans l'environnement, les énergies renouvelables. Et puis, voilà, petit à petit, mon père a commencé à nous en parler un peu plus sérieusement. Il aimait bien faire cette fameuse blague qui peut paraître bizarre quand on croisait ensemble des personnes de Serfim, il disait ah, ce sera moins drôle quand ce sera elle la chef. Mais d'une certaine façon, je pense qu'ils mettaient Est-ce que quelque c'est chose moins dans mon drôle? esprit, que c'était possible en fait. Ok. Est-ce que c'est moins drôle? Alors, j'espère pas, j'espère pas. Je pense qu'il y a pas mal, d'enjeux. Je pense qu'il y a des choses positives qui sont aussi liées à la taille du groupe et voilà, il y a aussi un certain nombre de contraintes. Mais j'ose espérer, j'ose espérer que c'est tout aussi drôle. En tout cas, on prend beaucoup de plaisir avec mes équipes à travailler, à développer le groupe et en essayant de garder surtout cette proximité avec les équipes, qui est forcément un Bien enjeu à sûr. 3000 personnes, parce que c'est aussi ce qui est important pour nous. Donc, on met en place plein de choses pour ça, avec une assistante sociale qui les accompagne dans certaines périodes. Donc, voilà, garder ces valeurs-là avec d'autres outils, finalement, de ce qui était possible à une centaine de personnes. Parce que quand je suis arrivée, du coup, dans Donc le vous groupe... arrivez quand? Voilà, c'est ce que je voulais savoir. Donc Alexandra, vous sortez de l'école, Mhm. ingénieur. Mhm. Il se passe quoi? Vous allez directement dans l'entreprise familiale? Vous partez un peu dans le monde explorer? Qu'est-ce que vous faites? Alors là aussi, donc l'idée c'était vraiment de faire ses armes ailleurs et j'avais la volonté, en tout cas c'était une volonté forte de ma part. Donc pour le coup, je fais un choix différent. Je vais travailler chez McKinsey notamment, dans le plus gros de ma vie professionnelle avant de rejoindre le groupe familial. Alors pourquoi McKinsey? Parce que ça me permettait de travailler dans le monde entier, dans plein de pays, sur des missions hyper diverses, sur de la stratégie, sur de l'acquisition, sur de l'organisation. Enfin, j'ai touché à tout et dans des secteurs hyper variés. Toujours quand même beaucoup sur les sujets qui me tenaient à cœur, donc l'environnement, les énergies renouvelables, l'eau, les secteurs industriels, mais j'ai travaillé dans les télécoms aussi, enfin plein de sujets très variés. Et ça m'a permis de faire mes armes, travailler mon management, savoir comment choisir un peu ses combats, les priorités. Et du coup, au bout d'un moment, je rejoins le groupe familial avec la volonté vraiment de faire durer ce modèle-là. C'était le bon moment aussi. On avait commencé à en discuter de plus en plus sérieusement avec mon père et notamment ce que je retrouve dans l'entreprise familiale, au-delà de tout ce qui avait été créé par mon père, des conditions de l'envie, c'est aussi mes convictions personnelles sur l'environnement. Je vois qu'on œuvre déjà dans ce milieu-là et que je peux potentiellement contribuer à faire accélérer finalement l'engagement de l'entreprise autour des sujets et des métiers de l'environnement. Et donc là, vous y arrivez par... Donc vous êtes chez McKinsey, super boîte, donc la carrière est lancée. Euh, vous y allez parce que votre père vous le demande, vous y allez parce que vous en avez vraiment envie et vous lui dites j'ai envie de venir.
Comment ça se discute ça dans la cuisine ou dans les réunions de famille? Alors, on va dire qu'il y a eu des moments, pendant longtemps, ça s'est discuté plutôt par petites blagues, hein, comme on évoquait précédemment. Et puis, à un moment, ça s'est un peu concrétisé, où il a dû faire un choix un peu managériel fort, lié notamment à un départ, où là, les discussions se sont concrétisées en disant, bah voilà, je vais faire des choix qui peuvent être potentiellement différent, en sachant qu'il avait à cœur et développé déjà l'actionnariat managérial, auquel aujourd'hui je crois beaucoup. Mais il avait vraiment envie de ce mixte-là, qui n'est pas si commun, en tout cas à cette hauteur-là, et du coup de développer ça. Et donc là, je lui dis oui, j'ai envie, mais pas tout de suite, parce que c'était les premières discussions, c'était avant, même j'étais encore à la fin des mines, à l'Impérial plus précisément. Et là, je me projette un peu, je réfléchis à l'expérience professionnelle que je pourrais avoir. Et cette expérience de McKinsey, elle était pertinente pour moi par rapport à la taille du groupe et ses enjeux. Et donc, c'est le choix que je décide de faire. Et après, au moment où il faut passer le cap, moi, c'était un moment où ça s'y prêtait bien. J'avais fait 4 ans chez McKinsey dans le conseil. J'étais manager plutôt expérimenté. Et voilà, c'était le moment pertinent. Donc, j'en parle à mon père. Pour plein de raisons personnelles, c'était pas le moment. J'allais me marier. J'ai fait mes 3 bébés d'ailleurs en arrivant chez Serfim à la direction générale. Mais bon, je pense qu'il faut que la vie continue aussi d'avancer au maximum. Et donc là, effectivement, on en parle concrètement et on met en place les conditions pour que j'arrive au mieux. Alors, c'est quoi ces conditions? Vous arrivez sur quel job et comment vous êtes reçu par les équipes et le reste de l'entreprise? Alors, on a vraiment choisi de mettre beaucoup de transparence, beaucoup de partage et notamment de faire que je sois accompagnée par certains collaborateurs clés, évidemment, donc de par les rencontres et les échanges. Et je suis arrivée du coup aux côtés de Sébastien Bonnet qui dirige Serfim Énergie Solutions et l'entreprise historique Serpollet. Et notamment sur 2 aspects, le développement parisien. Donc, j'habitais à Paris à l'époque et c'est vrai qu'aujourd'hui, on l'a développé, c'est un quart du groupe. On avait repris des sociétés, on en a développé, repris d'autres à ce moment-là et notamment au tribunal de commerce. Donc, ça faisait écho à mon expérience aussi d'acquisition chez McKinsey. Et puis aussi dans le développement d'une nouvelle branche d'activité autour des énergies renouvelables. Okay. Donc ça m'a permis de mettre ma patte, de développer d'autres aspects, de faire aussi que l'entreprise, elle soit incarnée aussi en région parisienne. Donc ça, c'était à peu près pendant 2 ans. Et puis ensuite, en janvier 2020, je suis passée directrice générale. Là, mon père était encore président du groupe. Donc c'était chouette parce qu'on a pu vivre le Covid ensemble. Et je pense que comme c'est une période qui reste quand même difficile, on a pu beaucoup échanger. Et en janvier 2023, il est passé président du conseil de surveillance et donc moi, PDG du groupe Serfim, à un timing qu'il avait défini, qu'on avait défini ensemble, qu'on avait communiqué. Alors, il aime beaucoup à raconter sur la place lyonnaise notamment, mais que je l'ai foutu dehors. Mais c'était vraiment lui qui avait défini. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait, voilà. Mais il avait vraiment défini le timing et il a eu à cœur, et même dès que je suis arrivée dans l'entreprise en 2018 et notamment à partir de 2020, de me laisser prendre toutes les décisions qui allaient impacter le long terme. Okay. Et ça, on a pu parfois pas être d'accord, mais on a réussi à poser les choses sereinement. Et je pense que c'est assez incroyable, sa capacité à laisser la main avec beaucoup de plaisir et de partage, évidemment, dans la façon dont ça s'est fait. Mais aujourd'hui, il est heureux de laisser la main et il souhaitait vraiment pas faire les années de trop. Bon, génial. Merci pour la transition parce que ça nous amène dans la prochaine partie. Nous passons maintenant sur les 3 cercles. Donc là, on rentre dans une partie plus sur la gouvernance de votre famille. Et c'est là que c'est intéressant de savoir comment vous vous répartissez les rôles sur ce cercle de l'entreprise, vous en tant que présidente, mais ensuite sur le cercle des actionnaires avec ce conseil de surveillance. J'aimerais bien qu'on en parle un petit peu. Et puis il y a le cercle aussi de la famille et possiblement un conseil de famille ou les projets que vous pouvez avoir ensemble. Je crois qu'on va parler de family office. Donc déjà, est-ce que vous pouvez nous décrire votre organisation, où sont positionnées vos sœurs, possiblement dans l'actionnariat familial, et puis comment est structuré votre conseil de surveillance? Oui, alors effectivement, on a beaucoup travaillé sur l'enjeu de la gouvernance au service de Serfim pour faire durer ce modèle atypique.
Et du coup, on s'est toutes les trois formées en gouvernance avec mes sœurs pour ça, justement. Et on a eu le plaisir de découvrir à ce cadre-là que notre père était un autocrate dictateur. C'était quelle formation pour... Alors, donc nous, avec deux de mes sœurs, on a fait objectif administrateur avec l'EM Lyon. Ok, le fait. Et ma troisième sœur a fait une autre formation sur Lyon. Moi, je l'ai fait à Paris d'ailleurs. Et en gros, ça nous a vraiment, donc pour l'anecdote, donc autocrate dictateur, donc mon père adorait ce petit nom. Mais c'est vrai que c'est beaucoup d'entreprises, alors ça peut paraître choquant comme ça, hein, mon père n'est pas un tyran, mais c'est beaucoup d'entreprises françaises qui ont longtemps été structurées comme ça, qui le sont potentiellement aujourd'hui, et ça a plein de qualités d'ailleurs. Et on espère essayer de trouver aujourd'hui la formule pour garder certaines qualités, mais mieux se structurer en matière de gouvernance. Ouais. En fait, ce qu'on voit souvent, et c'est un peu logique, c'est que finalement, vous êtes la 6e dirigeante, mais vous êtes la 2e génération, ce qui veut dire qu'en fait, la première génération qu'incarne votre père, c'est une génération où généralement on ne voit pas les 3 cercles. Ils sont superposés. On est à la fois le dirigeant de l'entreprise, son unique actionnaire ou principal actionnaire, même s'il y a un peu d'actionnariat managérial, et on est le chef de famille. Et donc en fait, on est aussi l'autocrate dictateur de ces 3 cercles. On prend toutes les décisions. On souffre beaucoup plus de la solitude du dirigeant généralement dans ces étapes-là, notamment quand on est un premier créateur ou un premier fondateur de l'entreprise. Mais dès qu'on arrive à une 2e puis une 3e, cette dynamique des 3 cercles doit être structurée et organisée. Alors parfois à la 2e on ne l'organise pas, on attend la 3e ou la 4e pour le faire, mais vous l'avez déjà fait. Et donc ça c'est intéressant de voir comment vous avez fait glisser, parce qu'il est quand même président du conseil de surveillance, donc il a quand même un pouvoir, j'imagine, dans votre relation. Alors effectivement, donc en janvier 2023, mon père est passé président du conseil de surveillance, et donc on a mis en place un conseil de surveillance qui était initialement purement familial. On n'a pas tout de suite intégré les indépendants dans une logique de d'abord se professionnaliser, de finaliser nos formations et d'apprendre, s'assurer que tout le monde ait un bon niveau de connaissance sur l'entreprise. Donc mes 2 sœurs sont membres du conseil de surveillance. Je reviendrai après sur leur rôle auprès du Family Office plus largement. Mais du coup, sont membres du conseil de surveillance qui est structuré 4 fois par an où on travaille sur les enjeux stratégiques. Je leur propose une stratégie qui est validée, on échange. Et c'est vrai que pour faire écho à cette fameuse solitude du dirigeant, c'est hyper appréciable. Je pense qu'avec mes sœurs, on a quand même vraiment ce socle commun de valeurs. Et elles sont très fières et elles me poussent même à continuer d'avancer sur les enjeux de sécurité, de santé, de prévention, aussi environnemental et aussi bien sûr sur l'ensemble des enjeux. Petit à petit, donc, on a intégré des indépendants. Donc 3 profils, un profil vraiment plutôt expert de la gouvernance, pareil dans cette logique de continuer à se professionnaliser dans la gouvernance avec quelqu'un que connaît mon père, mais qui n'était pas un ami de mon père, une amie en l'occurrence, que c'est une femme, parce que c'était aussi important que c'était quelqu'un qu'on a rencontré et qu'on est allé chercher par rapport à cette expertise de gouvernance, mais aussi d'autres, évidemment, expertises autour du digital, autour de l'international pour ce profil-là. Ensuite, on a intégré un 2e indépendant sur la partie plusieurs aspects, sécurité, prévention, qui vient d'un grand groupe industriel qui connaît ces enjeux-là, mais aussi quelqu'un avec qui j'ai fait la Convention des entreprises pour le climat, donc une initiative qui m'a beaucoup portée aussi dans la stratégie que je porte pour l'entreprise. Et puis plus récemment, on a intégré un 3e profil plus financier par rapport à des enjeux de cash de l'entreprise et pour voir comment on peut acculturer l'entreprise à d'autres indicateurs financiers, qui l'a fait dans un contexte d'entreprise familiale aussi et qui par ailleurs a aussi une expertise en acquisition évidemment. Mes sœurs, elles ont leur profil chirurgienne ORL, donc je l'implique notamment beaucoup sur les enjeux de sécurité et de santé de par sa formation, mais aussi sur les sujets d'éthique. Mon autre sœur est plutôt dans la communication à l'événementiel et du coup plutôt sur tous les procédés autour, je pensais aux procédés de gestion de crise qui sont un aspect important à formaliser et puis plus largement la vision de Serfin sur le long terme.
Ok. Donc là, c'est vraiment pour le rôle qu'elles ont plus par rapport au conseil de surveillance. Ils se réunissent 4 fois par an, 6 fois par an? 4 fois par an. 4 Ok. fois par an avec vraiment un certain nombre de sujets qui vont être faits à chaque fois autour de la sécurité, de la finance. Et puis après, des thématiques qui viennent plus poussées sur la RSE, sur les RH, sur nos métiers, sur la stratégie. Et là, on pousse avec des angles, avec des visites pour vraiment faire connaître l'entreprise et aussi être finalement, faire des choix collectifs par rapport à certains choix stratégiques. Ok. Donc les administrateurs indépendants, c'est une des très bonnes pratiques des entreprises familiales dans la gouvernance. Et puis vous les avez bien décrits, parce que vous avez décrit les rôles plutôt que de décrire les noms des personnes, et ça je trouve que c'est assez smart. Vous avez déjà fait tourner ces indépendants, ou pour l'instant vous êtes dans un premier format, puisque finalement il est relativement jeune, ce conseil? Oui, alors effectivement, il est relativement jeune, donc pour le moment, ils n'ont pas tourné parce que certains sont là depuis 1 an, je crois, pour entre 3 ans et 1 an. La logique voudrait quand même de les faire tourner, mais pas forcément trop vite, parce que parfois on se dit que 3 ans, ça peut être un peu court, donc on est peut-être sur 6 ans, mais tout dépend des profils, et puis tout dépend, pour moi, en tant que dirigeante opérationnelle, ce qui est important, c'est par rapport aux enjeux de l'entreprise. Alors, à la fois les enjeux de l'entreprise à l'instant T, et puis bien sûr, les enjeux de long terme, parce que c'est ça qui compte en tant que conseil de surveillance. Donc voilà, on est dans cette logique-là, mais on est quand même relativement au début de cette gouvernance d'entreprise. C'est très intéressant, et c'est vrai que pour nos auditeurs qui réfléchissent à structurer ces conseils, ils font ce que vous avez fait souvent au départ, c'est que leur conseil de surveillance ressemble plus à un conseil de famille qu'un conseil de surveillance, parce qu'on le fait d'abord en famille, et vous avez la bonne idée d'aller vous former pour pouvoir l'organiser. Et ensuite, il y a ce triangle dans les conseils où vous avez le niveau d'indépendance, et donc les familiaux ne sont pas indépendants puisqu'ils sont actionnaires. Le niveau d'expertise qui peut être plus ou moins élevé. Et là, c'est intéressant. Par exemple, votre sœur qui est chirurgienne, son expertise, ce n'est pas la gestion de l'entreprise, mais néanmoins, elle apporte probablement un regard extérieur et d'actionnaire intéressant, à minima en portant les valeurs de votre famille et en s'assurant qu'elles sont respectées dans votre management et dans votre direction générale. Et puis ensuite, il y a les pouvoirs qu'on donne à ce conseil. Donc c'est intéressant de le faire glisser lorsque vous avez un dirigeant qui était votre père, qui devient président du conseil de surveillance, parce qu'il a cette maîtrise finalement et cette connaissance de l'entreprise. Mais je voudrais savoir, quels sont les pouvoirs aujourd'hui que ce conseil a sur vous, Alexandra, en tant que présidente? Est-ce que c'est vraiment consultatif, ou ils sont en capacité de vous dire non à des sujets d'investissement ou de choix stratégiques? Alors, on a défini des seuils sur lesquels ils ont un avis de go-no-go, clairement, sur des sujets à partir d'une certaine taille. On a créé les conditions finalement, et c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé, c'était important pour moi, évidemment important pour mon père, mais qui était plutôt dans un autre modèle. C'était quand même important pour moi de garder une grande souplesse dans certaines décisions, une manière d'agir. Donc, en grande partie, c'est consultatif, mais quand je dis consultatif, ça ne veut pas forcément dire que ça n'a pas d'intérêt du tout, parce que pour moi, c'est vraiment être assuré sur certains choix. Être assuré sur certains choix, les faire ensemble, s'assurer que ce soit cohérent avec différents angles de vue, comme vous l'avez rappelé. Après, on a quand même défini certains seuils à partir du moment d'investissement et notamment d'acquisition, à partir du moment où on considère qu'on peut mettre à risque l'entreprise dans sa pérennité. Et c'est à partir de là qu'il y a une certaine logique. On n'a pas eu aujourd'hui de cas de figure avec une très grosse croissance externe qui a été refusée par le conseil de surveillance. Et pour le coup, pour moi, c'est pas ne pas donner de pouvoir au conseil, c'est plutôt qu'en fait, quand on a des discussions sur des choses plus grosses, on va en parler, on va réfléchir, on va échanger, et on arrive à faire une décision finalement assez collégiale. Et donc, du coup, je trouve que c'est assez équilibré. Après, ça reste une gouvernance relativement jeune et ça peut évoluer dans le temps. Mais moi, j'aime beaucoup à dire que c'est pas un objectif en soi d'un conseil de surveillance de dire non. C'est vraiment les conditions qui font qu'on arrive à échanger sur ça. Alors vous avez, me semble-t-il, aussi revu un peu le capital, c'est-à-dire vous êtes monté au capital. Vous pouvez nous expliquer un peu la dynamique avec vos sœurs, parce que souvent c'est un sujet, égalité ou équité. Comment ça fonctionne chez vous? Alors effectivement, si je parle de mes sœurs, mais je vais aussi parler de la transmission familiale plus largement, parce que mon père a eu à cœur de faire les choses bien et beaucoup anticiper. Donc il a commencé la transmission il y a plus de 10 ans. Et aujourd'hui, il a transmis en nue propriété, et parfois les deux,
mais à 95% du capital, hein, donc il a fait la quasi-totalité. Et ça, c'était important pour lui d'anticiper. On a aujourd'hui donc une structure de tête familiale, une holding de tête, où on est à part égale avec mes sœurs. Et j'y reviendrai parce que ça structure aussi derrière notre family office. Okay. Et par ailleurs, moi, je suis montée au capital en direct de Serfim, voilà, avec un plan spécifique pour moi en tant que dirigeant opérationnel qui a été vraiment construit dans le cadre d'une démarche aussi un peu plus large, hein, qui n'avait pas que ça dedans, évidemment, qu'on a fait avec Family & Co pour vraiment accompagner la famille dans le projet familial. Les rôles de chacun, les responsabilités de chacun, et on a intégré ces dimensions-là, notamment d'actionnariat. On a cette particularité d'avoir 20% du capital, donc qui est une centaine de managers. Donc ça, c'est quelque chose d'important pour nous. Et pour revenir donc à mes sœurs, et à la fois, du coup, pour terminer sur les pouvoirs, on a créé les conditions de beaucoup d'agilité, mais pour finalement avoir un équilibre entre dirigeants opérationnels et personnes présentes, donc en l'occurrence moi aujourd'hui de la famille, et mes sœurs qui ne sont pas opérationnelles dans l'entreprise. Par contre, on a vraiment donc structuré à la fois la gouvernance de Serfim dont j'ai parlé, mais aussi au-delà de ça, un family office qui n'a pas de valeur juridique en tant que tel, mais qui se réunit une fois par mois pour soit faire les conseils de surveillance de Serfim 4 fois par an, mais sinon faire un point d'actualité qui peut concerner du sujet de Serfim, mais plutôt pour le coup sur des sujets d'actionnariat, de juridique, fiscal, de patrimoine. D'autre part, des enjeux immobiliers structurés dans une foncière beaucoup liée à l'entreprise, mais qui est dirigée donc, par ma sœur Virginie en complément de ses activités de dirigeante d'une entreprise de communication et d'événementiel, donc Prisme Consulting. Et puis, donc, une structure d'investissement qui s'appelle Solar, qui avait les noms de nos enfants à l'époque. Maintenant, il y en a un petit peu plus, hein, parce qu'ils sont 8 maintenant, entre 6 mois et 12 ans. J'y reviendrai. Mais aujourd'hui, donc, Solar qui nous permet de faire des investissements plutôt dans des sujets autres à Serfim. Donc, l'idée, c'est notamment de s'impliquer sur des enjeux, dans des enjeux de santé, dans des enjeux d'éducation, qui nous permet d'avoir un rôle sociétal, mais aussi des investissements qui peuvent aussi être un peu de love money par rapport à notre entourage. Donc voilà, on a structuré là-dessus et ça nous permet, à l'échelle du family office aujourd'hui, évidemment, le curseur est beaucoup en termes d'investissement, évidemment, sur Serfim. Mais ça, on y croit toutes collectivement beaucoup parce qu'on croit aussi beaucoup à cet enjeu de la transition environnementale et mes sœurs sont aussi à fond là-dessus. Mais voilà, cette foncière d'une part et l'aspect solar sur d'autres enjeux, éducation, santé et on va dire love money, nous permet, donc là qui est dirigée par ma sœur qui est chirurgienne ORL Caroline, ça nous permet d'avoir quelque chose d'assez complet. Et ce qui est très important pour nous, c'est vraiment de se retrouver une fois par mois pour vraiment s'assurer que tout le monde ait le même niveau d'information. Et je dirais qu'il y a quelques temps, c'était principalement des réunions de partage d'infos. Et aujourd'hui, ça devient de plus en plus des réunions de travail où on va faire des choix ensemble, on va poser des problématiques très structurantes parce qu'on est aussi mieux structuré, mieux accompagné, mieux entouré. On en profite aussi les après-midi parfois pour se former, pour avoir des interventions, pour continuer de grandir en tant que collectif. Et ça, c'est hyper important pour moi, pour mes sœurs. Mais voilà, je pense qu'on a finalement un modèle qui est assez différent parce qu'on a cette structure justement avec ces différents cercles. Et là, on est sur une structure familiale où il y a vraiment du partage de l'échange, du partage du pouvoir aussi. Et je pense que ça change par rapport au modèle. Des rôles différents. Voilà. Et des rôles différents. C'est intéressant parce que pour le coup, en France, on est assez en retard sur tous les sujets de gouvernance par rapport à nos amis anglo-saxons. Et on est aussi en retard sur les structurations de family office, puisque les Français sont des grands romantiques, vous le savez. Et donc, tout ce qui a un rapport avec l'argent est toujours considéré soit comme sale, soit il ne faut pas en parler. Et donc, on est toujours assez mal à l'aise, finalement, sur ces sujets-là. Alors que les anglo-saxons créent un family office. La question, ce n'est pas est-ce qu'il faut créer un family office, c'est quand. Et donc, c'est assez intéressant que vous l'ayez structuré, et notamment que vous l'ayez professionnalisé, parce que là, on voit bien les rôles différents. Il y a une foncière qui est dirigée par une de vos sœurs, il y a finalement une société d'investissement qui est dirigée par l'autre sœur, et donc les pouvoirs
se répartissent différemment dans ces 3 cercles que vous avez décrits. Vous vous occupez de l'entreprise, mais finalement, dans ce cercle actionnaire, vous êtes une actionnaire comme les autres et vous donnez votre avis, j'imagine, sur tel investissement immobilier ou tel investissement dans cela. C'est vraiment intéressant de le voir. L'Association française du family office, elle décrit la mission des family office comme double. Elle dit la première, ça doit être de préserver l'harmonie de la famille. Et donc, le fait de créer cette récurrence, tout ce que vous avez travaillé avec Family & Co est une très bonne pratique. Et la deuxième, c'est de protéger ou de préserver le patrimoine. Et donc, ça, c'est vrai que ce sont les 2 missions importantes. Moi, j'aime bien en rajouter 3. 3 parce que, en fait, ce qui est difficile aujourd'hui en France, et on le voit dans le contexte, c'est que souvent, l'entreprise, elle porte une triple charge. Elle doit innover pour rester en vie. Elle doit finalement prendre en charge tous les sujets de fiscalité parce que plus l'entreprise grossit, moins la famille est en capacité finalement de payer la note. C'est tous les débats qu'on a eu en ce moment sur cette fameuse taxe Zuckman. Et puis, elle doit protéger la famille. Et donc, il y a pour moi 3 autres missions. La première, c'est de rendre le patrimoine indépendant de l'entreprise familiale pour que l'entreprise n'ait pas à porter cette charge-là. La deuxième, c'est d'aider la famille toujours à développer cette orientation entrepreneuriale. Parce que c'est celle qui va permettre de développer des activités. Et finalement, c'est l'histoire de votre papa qui ne va pas dans l'entreprise familiale historique. Finalement, elle fait partie du groupe aujourd'hui, vous ne l'avez pas rappelé, mais on peut le dire. Oui. Mais lui développe un nouveau projet et vous, quand vous le reprenez, vous le développez aussi. Puis la dernière chose, et ça va nous emmener à la dernière partie, c'est de mesurer ce qui compte. Et avant, quand on faisait de l'investissement ou du patrimoine, on avait 2 critères, le rendement et le risque. Aujourd'hui, on en a 3, le rendement, le risque et l'impact. Et l'idée, c'est de pouvoir mesurer ces 3 critères-là. Et ce que vous faites dans Solar, probablement, vous permet d'avoir aussi cette mesure et cet indicateur. Alexandra, est-ce que vous pouvez nous parler justement de tous vos enjeux RSE, sociétaux, on a une dizaine de minutes, là, une quinzaine de minutes pour en parler. Ça peut être sur Serfim, mais aussi on peut rentrer un peu plus dans le détail de ce que vous faites sur Solar et ou sur des sujets philanthropiques. On est très intéressés. Vous avez aussi fait la Convention des entreprises pour le climat. Donc voilà, the floor is yours, comme on dit. Racontez-nous comment votre famille est engagée sur toutes ces activités. Oui, alors c'est vrai que ce qui est important pour moi de rappeler, ce que je n'ai pas dit peut-être en introduction, c'est qu'on est vraiment une entreprise de chantier, une entreprise qui fait avec des chantiers et des prestations au service d'infrastructures qui veulent vraiment être utiles à tous en prenant soin de nos équipes, donc avec tout l'enjeu de la santé et de la sécurité et avec cette liberté que nous confère notre indépendance, vous l'aurez compris, qui est très importante pour nous. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est fort et je dis souvent que j'ai été biberonnée à ça, ça peut être bizarre, mais c'est vrai, cette logique de rester absolument indépendant pour être libre de nos choix, maître de nos décisions. C'est quelque chose qui est hyper fort dans la culture entrepreneuriale qui nous a été passée. Aujourd'hui, tous nos métiers se rassemblent autour de cette raison d'être qui est de contribuer à une meilleure qualité de vie en aménageant des territoires durables et respectueux du vivant. Et c'est vrai qu'on a fait ce travail pour poser cette raison d'être, notamment en lien avec la Convention des entreprises pour le climat, qui est une initiative qui m'a permis vraiment de porter haut et fort mes convictions et d'accélérer finalement cette transition environnementale avec des métiers de l'environnement qui étaient déjà présents, mais dans lesquels on a accéléré et sur lesquels on a vraiment amené tous nos métiers finalement. Aujourd'hui, on a des métiers passionnants autour de 6 missions. La première, c'est vraiment accélérer la transition énergétique. Et là, c'est les métiers historiques, c'est Serpollet avec les réseaux d'électricité à la base. Et donc là, on a vraiment développé les réseaux d'électricité, les réseaux de transport, mais aussi l'éclairage public, donc travailler la performance de nos réseaux, mais aussi notre performance énergétique, celle des bâtiments, la mobilité électrique ou encore les énergies renouvelables. Et là, en fait, justement, on aime bien mesurer, tu faisais écho avec cette notion d'impact. Tu disais, voilà, comment on mesure les choses différemment au-delà de la finance et des risques. Et pour moi, c'est hyper important de mesurer les kilowatts-heure qu'on a réussi à faire diminuer, le développement des énergies renouvelables. Donc ça, c'est hyper important pour moi. La deuxième mission, c'est préserver la ressource en eau. Comment on évite donc les fuites d'eau dans les réseaux d'eau potable, d'assainissement pour éviter les pollutions et comment aussi on traite cette eau aujourd'hui et les effluents. Donc ça, c'est un business qu'on a développé plus récemment et notamment, je suis très motivée sur cet aspect-là, traitement des eaux et des effluents pour les collectivités, pour les industriels.
Troisième mission, donc limiter l'épuisement des matières premières. Et ça, ça fait écho aux générations futures parce que c'est comment on fait pour éviter l'enfouissement des déchets. Aujourd'hui, on reçoit plus de 800 000 tonnes de matière de nos déchets, de nos clients, et on a moins de 8% qui part à l'enfouissement, et on essaye de toujours développer des nouvelles filières par des partenariats industriels, par des échanges pour trouver finalement des solutions donc, dans les déchets du BTP, le plâtre, la laine de verre, les gazons synthétiques récemment. Toujours trouver plein de nouvelles solutions dans cette culture d'innovation. Quatrième mission, régénérer la biodiversité, avec cette idée aussi d'aller plus loin, d'aller aussi réparer un peu les choses, et donc à la fois en dépolluant les sols, ça c'est un métier qu'on fait depuis les années 80, mais aussi plus récemment on a développé le sujet des terres fertiles avec des plateformes dédiées, les espaces verts tout récemment avec une acquisition juste avant l'été. Donc c'était vraiment cette logique-là de préserver la nature. Une cinquième mission qui est de renforcer la résilience des infrastructures, et donc là de permettre au territoire d'avoir des infrastructures qui peuvent vivre plus facilement des aléas climatiques qui malheureusement vont arriver. Donc là on est sur la rénovation d'ouvrages d'art, de routes et aussi l'ensemble de nos réseaux. Et puis une dernière mission qui est vraiment d'optimiser la technologie au service des transitions, et on a aussi une entreprise qui fait de la fibre mais qui va aussi faire du trafic, de la vidéo et aussi des territoires connectés. Et ça, c'est vraiment une solution qui peut se mettre au service de l'ensemble de nos missions, par exemple pour détecter les fuites d'eau, pour accompagner les territoires sur des territoires connectés. Ces missions, en fait, elles sont hyper importantes parce qu'elles déterminent en fait une boussole pour faire nos choix dans nos investissements, dans nos acquisitions. Ça s'est aussi porté du coup par cet engagement autour déjà de la sécurité et de la prévention, avec un programme Préventim on a fait un gros état des lieux en 2023, et c'est vrai que dans une entreprise familiale, on a toujours à cœur à la fois de dire qu'il y avait plein de choses super, mais en même temps, il faut accélérer sur certaines choses sans forcément taper sur ce qui s'est passé avant. On avait fait plein de choses super en matière de sécurité, plein de certifications, mais pour autant, la culture de la sécurité, elle devait encore évoluer dans une logique managériale, dans une logique très incarnée par l'humain. Et c'est pour ça qu'on a fait ce programme qui est toujours en cours. On a formé, on a outillé les personnes pour réduire vraiment de moitié l'accidentologie à l'horizon 2026. Donc ça arrive et on est en passe de réussir ce défi, et après d'atteindre les meilleurs standards de l'industrie en 2030. Et ça, pareil, c'est des enjeux que j'ai vraiment portés très haut au niveau de la gouvernance de l'entreprise avant tout, mais aussi familiale, parce que je partage beaucoup sur cet enjeu-là, pour faire qu'il ne soit pas oublié, pas rattrapé par le quotidien où on peut avoir d'autres sujets. Et puis, moi, je lis beaucoup aussi ce sujet-là à la question de l'humain, évidemment, mais aussi du coup à la question environnementale, que je lis à cet enjeu d'habitabilité de la planète. Et pour le coup, la CEC m'a beaucoup marquée, et après, j'ai 2 filiales qui ont accepté de le faire, aussi 2 dirigeants qui m'ont aidé, qui ont fait le parcours, et derrière, plein de personnes à l'embarquement. Régulièrement, ils font des blagues en disant que j'ai toujours une dizaine de personnes à tous les embarquements, mais vraiment, on infuse à fond ce sujet-là. Et aujourd'hui, c'est hyper incarné, mais pas que par moi, c'est ça qui est top, pour faire que ce soit une réalité. On a un rapport RSE qui est très fourni, très riche, qui est passionnant, que j'adore. Pas parce que c'est un rapport, parce qu'un rapport, on va dire, c'est assez basique, mais en fait, vraiment parce que nos métiers, ils sont pleinement ancrés sur tous ces sujets-là. Donc, on parle de santé, de sécurité, d'environnement, on parle de comment on fait grandir avec aussi nos collaborateurs, avec les enjeux de l'insertion, de l'alternance, mais aussi de la formation, avec une école des métiers qu'on est en train de pousser à partir de notre académie pour aller plus loin. Donc, on forme avec des parcours, mais aussi aux gestes métiers, avec des simulateurs, avec beaucoup d'innovation là encore, parce que l'innovation, elle est évidemment aussi digitale, et avec aujourd'hui, alors je rigole beaucoup avec mon père, je lui parle de la dette technique que j'ai récupérée de l'ancienne direction générale, parce qu'effectivement, mon père avait fait plein de choses géniales, mais il n'avait peut-être pas investi au bon niveau sur ces enjeux-là. Et donc, on a beaucoup poussé là-dessus avec
sur la cybersécurité, sur le support, sur l'infrastructure. Et puis là, avec le changement de RP, hein, donc c'est toujours un petit défi. C'est toujours un moment difficile. Un beau défi, donc avec un projet pour vraiment transformer l'entreprise. Et puis derrière, prendre en main. Alors, on fait déjà des choses autour de l'IA, notamment sur réponse aux appels d'offres, sur le partage justement des savoir-faire avec une culture qui est très portée sur l'oral et comment on peut utiliser ces outils-là pour nous accompagner là-dessus. Donc voilà, ça c'est tout ce que je souhaite insuffler au sein de l'entreprise en portant ces valeurs-là. Ce que j'ai pas dit aussi, c'est vrai qu'il y a cette notion d'ETI qui est hyper importante pour nous parce que une entreprise de taille intermédiaire ou de taille idéale, hein, comme on pourrait avoir le plaisir de le dire, parce qu'on a vraiment cette agilité qu'on maintient dans nos modes de fonctionnement. Et c'est vrai qu'on a une structure avec beaucoup de filiales, mais qui ont beaucoup d'autonomie et qui permettent de faire que beaucoup de décisions très locales soient vraiment portées et incarnées par les dirigeants opérationnels. Et ça, c'est hyper important pour moi aussi. Et avec un mode de fonctionnement aussi avec des groupes transverses qui permettent quand même de profiter de la taille du groupe aujourd'hui sur un certain nombre de thématiques. Bon, voilà, on a vraiment porté tout ça et je reviens sur une petite anecdote sur pas une anecdote, hein, sur ce sujet de la boîte familiale. C'est vrai que plus récemment, elle est re-rentrée dans le giron familial de par l'histoire entrepreneuriale et c'est vrai que... Donc là, on parle de JBM. Hein. De JBM, voilà, je reparle de JBM hein, parce que c'est vrai que c'était plutôt l'entreprise familiale pour nous, du coup, à l'échelle de nos grands-parents. Et aujourd'hui, elle travaille toujours beaucoup pour Serpollet et il y avait une logique par rapport au choix des différentes générations de la faire re-rentrer dans l'entreprise. Et du coup, c'est aussi chouette de recréer ça avec cette ancienneté. Génial. Et je me posais une question. Si on se projette dans 20 ans, vous êtes encore très jeune, donc on peut imaginer que, avec tout ce que vous avez déjà fait sur la décennie passée, mais il y en a probablement encore 2 ou 3 devant vous. C'est quoi votre rêve pour Serfim ? Alors, mon rêve pour Serfim, c'est vraiment d'avoir ces missions-là qui sont vraiment au service des territoires. Et ces missions, elles nous permettent finalement de sortir du débat de croissance-décroissance. Elles permettent vraiment se dire c'est quoi le sens, l'intérêt de notre métier, leur impact profond. D'être vraiment un acteur qui peut avoir une offre complète au service des territoires et aux territoires publics et privés et qui œuvre vraiment à la préservation évidemment de ces territoires mais aussi à leur régénération. Ça c'est un peu le truc un peu perché, j'aime à dire, de la Convention des entreprises pour le climat. Pour l'anecdote, la première fois que je parle de ces sujets-là à l'entreprise, on m'a gentiment un peu... pas pris pour une folle, mais on m'a dit elle va un peu loin dans ses concepts. Et mon directeur financier m'a dit attends, c'est super tout ça, mais attends, tu vas les perdre, fais gaffe à ce que tu dis. Je me rappelle de ce moment-là où je l'avais porté dans un organe de gouvernance d'une des filiales qui allait super bien, où elle faisait tout bien et j'ai vraiment eu à cœur de les pousser. Et en fait, au début, ça leur semblait un peu incohérent et au fur et à mesure, ils se sont dit mais oui, nous aussi, on a un lien avec ce vivant, il faut qu'on le travaille, il faut qu'on l'enrichisse. Et aujourd'hui, je suis hyper heureuse de voir déjà comment on prend cette direction-là. Et donc, le rêve, c'est d'avoir un modèle économique toujours serein, toujours sain, pérenne, qui fonctionne, hein, parce qu'on sait très bien que sans rentabilité, on ne peut pas investir, on ne peut pas investir dans notre matériel, dans la sécurité, dans tout ça. Donc, c'est hyper important pour moi de rester dans un modèle d'entreprise saine financièrement, mais qui trouve finalement un modèle économique qui sort des modèles classiques, volumétriques, en alignant finalement l'enjeu des limites planétaires avec nos enjeux, ceux de nos clients, et qui va même jusqu'à régénérer le vivant. Donc ça, ce serait vraiment le rêve. Et puis, si on élargit à la famille, c'est d'avoir un modèle de gouvernance qui reste hyper équilibré, qui donne la place à chacun et notamment dans 20 ans,
maintenant, on sera dans une autre phase. Si on parle un peu de l'autre Next Gen, on va dire, qui a avec mes sœurs, on a collectivement 8 enfants qui ont entre 6 mois et 12 ans. Et du coup, on se projette déjà là-dedans, dans ce que ça va être pour eux l'entreprise. Comment on crée cette affection à l'entreprise, pas nécessairement pour y travailler, parce que c'est pas du tout une fin en soi, mais vraiment pour qu'ils soient pas forcément des dirigeants, mais des actionnaires responsables qui ont envie de la pérennité de l'entreprise, quels que soient les choix qu'ils fassent, mais qu'ils le fassent dans une logique de faire durer l'entreprise. Et c'est pour ça qu'avec mes sœurs, on s'est posé, et pas plus tard qu'hier d'ailleurs, sur comment on crée ça au-delà de ce qu'on fait au quotidien, de leur partager des vidéos, des magazines, comment on crée ces petites visites, ces moments adaptés à leur âge, parce que à 6 mois c'est sûr, mais en tout cas entre 4 ans et 12 ans, on n'a pas tout à fait la même lecture de l'entreprise, mais comment on n'attend pas trop longtemps, parce que si on attend que mon petit dernier qui a 6 mois et 10 ans, l'autre, ma nièce, ma plus grande nièce, elle aura 22 ans et ce sera un peu tard pour l'intéresser peut-être à ce sujet-là. Donc il faut vraiment finalement adapter à l'entreprise, finalement à chaque âge, donc en créant les conditions avec à chacun, faire que chacun puisse trouver sa place. Et en tout cas, on veut y passer du temps, faire partager en tant qu'entreprise aussi, demander à des collaborateurs de jouer ce jeu-là. Donc le rêve, ce serait aussi de faire durer l'entreprise familiale avec un projet familial, mais qui leur plaise. Et je pense que c'est aussi important de faire évoluer l'entreprise pour ça, qu'elle soit parfaitement cohérente avec les enjeux environnementaux, parce que sans ça, et avec l'évolution de la société, sans ça, ce sera forcément plus difficile peut-être de les intéresser. En tout cas, pour moi, ça m'a parlé. Bon, génial. Ce que je retiens dans ce que vous me dites et que je trouve chouette, d'abord, il y aura probablement la création d'un conseil de famille à terme où vous n'êtes pas suffisamment nombreux, entre guillemets, aujourd'hui pour en avoir un, mais avec la Next Gen qui se profile, et vous aurez toute la batterie des sujets à créer, de la charte familiale aux retraites familiales, etc. J'ai bien aimé votre idée de l'entreprise de taille idéale. Et si on peut en dire 2 mots, en fait, on a un vrai problème en France. Il faut absolument qu'on aide les ETI à rester des ETI et à continuer à grandir, mais aussi les PME à devenir des ETI. On a 7000 ETI en France, on en a 12 000 en Allemagne, en Espagne, en Italie, pour plein de raisons. Mais donc on est en retard. Et c'est vrai que la force de ces entreprises de taille intermédiaire et donc de taille idéale, c'est qu'elles sont souvent en région. C'est elles d'ailleurs qui ont trusté toutes les places de la CEC sur les 2-3 dernières années. Et en fait, elles sont au courant de tout ce qui se passe dans leur territoire. Elles savent quels sont les sujets sociétaux à traiter. Il y avait une étude qui avait été faite aux États-Unis il y a une dizaine d'années. Moi, j'étais en train d'écrire ma thèse et je discutais avec un grand gourou de la gouvernance américaine. Ils avaient fait une étude sur les familles entrepreneuriales américaines pour leur demander si le sujet de l'impact était un sujet qui les intéressait. Et en fait, la réponse de l'étude, c'était mais de l'impact, on en a toujours fait. Et en fait, le mot est peut-être devenu à la mode, mais c'est quelque chose qui est fondamentalement ancré dans les valeurs des entreprises familiales. Elles font des choses que ne font pas les autres pour toujours. On arrive à la fin de cette émission, Alexandra, et j'ai une petite question traditionnelle à vous poser. Si votre entreprise familiale était un membre de la famille, souvent nas verbatim, ce serait qui pour vous ? Alors, ce sera difficile pour moi de choisir une personne et c'est pour ça que j'aime bien penser à l'idée de fratrie parce que finalement, chacun a sa personnalité, son parcours, mais il y a un socle commun, les parents, les valeurs, l'origine. Et chacun, finalement, évolue avec son parcours. Mais par contre, se retrouve à beaucoup de liens, travaille ensemble. Parfois, on peut faire écho à nos 6 missions. Donc, chacun peut prendre une de ces missions-là qui avance au service du collectif. Et pour moi, c'est peut-être quand même des enfants, j'allais dire malgré mon âge, parce qu'en fait, je trouve qu'on retrouve cette idée d'agilité, d'innovation. Et puis, cette logique aussi, pour moi, en tant que dirigeant, finalement, on est là
pour faire durer l'entreprise, mais nous, on ne va pas forcément rester forcément à l'infini. Donc, du coup, l'idée, c'est vraiment de créer les conditions pour faire que chacun puisse évoluer, que les entreprises puissent vivre sans nous demain et passer la main, faire qu'un enfant puisse vivre sereinement sans nous demain. Donc, c'est vraiment ce que je vois. Et puis, finalement, peut-être une fratrie très mixte, 3 filles, 3 garçons qui trouvent leur place dans un collectif. Génial. Alexandra, c'était vraiment un plaisir de vous recevoir dans cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. J'en profite pour remercier toutes les équipes techniques de Be Smart for Change et on vous dit à bientôt sur une prochaine émission de Génération Impact.